Une vie, une œuvre. Boès, une âme dénouée du monde, par Françoise Estèbe et Isabelle Huel, avec Marc Fumaroli, Philippe Hoffmann, Colette Lazame, André Miquel, Michel Onfray. Tandis que je méditais silencieusement en moi-même et que je confiais au bon soin de mon stylet mes plaintives doléances, je vis apparaître au-dessus de ma tête une femme. Tout dans son aspect inspirait le respect. Ses yeux jetaient des flammes et révélaient une clairvoyance surhumaine. Elle avait le teint vif et débordait d'énergie. Elle était pourtant si chargée de dents qu'il était impossible de croire qu'elle appartint à notre temps. Il était difficile d'évaluer sa taille. Tantôt elle se réduisait aux mensurations humaines habituelles, tantôt elle donnait l'impression de se cogner la tête contre le ciel. Et quand elle se tenait très droite, elle parvenait à pénétrer le ciel et se dérobait au regard des humains. Ses habits avaient été réalisés dans une étoffe très fine, minutieusement ouvragée et indestructible. Elle me révéla par la suite qu'elle les avait elle-même tissés de ses propres mains. Leur aspect, comme il arrive aux portraits d'ancêtres noircis par la fumée, s'était terni le temps passant et la négligence aidant. Tout en bas avait été brodé un pi, tout en haut un θ. Entre les deux lettres, on distinguait une sorte d'échelle dont les degrés reliaient le caractère inférieur au caractère supérieur. Mais des brutes avaient déchiré ce vêtement et chacun avait emporté le lambeau qu'il avait pu s'approprier. Elle tenait à la main droite des opuscules et à la main gauche un sceptre. Cette apparition souveraine est la philosophie. Face à elle, dans les geôles de l'empereur Théodoric, un prisonnier, son disciple, qui porte, imprimé sur sa chair, comme elle sur sa robe, la marque infamante du θ, la brûlure qui désigne les condamnés à mort. Accusé de comploter avec Byzance contre le royaume goth qui domine l'Italie au VIe siècle, Boès, dans l'attente de son exécution, entre deux séances de torture, écrit La consolation de la philosophie. Poeticas musas suicid nostro assistentes doro fletibusque meis verba dictantes commota polvis per actorvis inflammata luminibus quis inquit as genicas meretriculas adunc aegrum permissit accedere quae doloras eius non modo nullis remediis foerant verum dulcibus un insuper alerent venemis ae sunt enim quae in fructuosis affectum spini superem fructibus radius. C'est un dialogue entre la philosophie et son disciple. Son disciple que l'on peut associer au moins au départ à Boès, puisque son histoire est un peu celle de Boès au moins au départ. C'est un homme qui était au sommet du pouvoir, qui a tout perdu, qui se retrouve en prison, isolé de sa famille, qui a apparemment tout perdu. Et dans son malheur, il ne fait plus confiance à sa culture philosophique. Il a trouvé en revanche un accompagnement dans la poésie. Quand elle vit à mon chevet les muses de la poésie suggérer des mots à mes pleurs, elle perdit quelques instants son calme et ses yeux lancèrent des éclairs menaçants. Qui, demanda-t-elle, a autorisé ces petites putes de Seine à approcher ce malade? Non contente d'être incapable de remédier à ses souffrances, elle serait bien capable de les prolonger avec leur poison douceâtre. Ce sont elles qui, sous les ronces stériles des passions, étouffent la moisson féconde de la raison. Elles accoutument l'âme humaine à la maladie, au lieu de l'en délivrer. Si au moins vous exerciez vos charmes comme à l'accoutumée sur un ignorant, je n'y accorderais pas tant d'importance. Vous ne marcheriez pas sur mes brisées. Mais lui, qui s'est nourri des philosophies d'Élée et de l'Académie. Éloignez-vous donc, sirène aux champs meurtriers, et laissez mes propres muses le soigner et le guérir. La philosophie, dès le début du livre, vient le rappeler à l'ordre.
l'arracher à la poésie, en tout cas à une certaine forme de poésie. Et c'est cette philosophie qui va prendre en main en quelque sorte la poésie, c'est-à-dire qu'elle va consentir, pour renforcer son argumentation, pour augmenter sa force de persuasion, elle va effectivement de temps à autre couper son argumentation, entrecouper son argumentation de poèmes, mais de poèmes qu'elle prononcera toujours elle-même. Le livre s'ouvre sur un poème et le livre s'achève sur un passage de prose. Et c'est dans un passage de prose que la philosophie, le personnage de la philosophie, affirme en une synthèse, de façon synthétique, ce à quoi elle a voulu, au long des 5 livres, amener son disciple. Mais je voudrais que tu répondes aussi à la question suivante. Te rappelles-tu que tu es un homme? Comment dis-je? Pourrais-je ne pas me le rappeler? Qu'est-ce donc qu'un homme? Pourras-tu me l'expliquer? Me demandes-tu si je sais que je suis un animal raisonnable et mortel? Oui, je le sais. Je proclame que c'est ce que je suis. Et elle demanda: Ne sais-tu pas que tu es encore quelque chose d'autre? Non. Maintenant, je connais, dit-elle, une autre cause de ta maladie, et c'est peut-être la cause principale. Ce que tu es, tu as cessé d'en avoir connaissance. Ainsi, j'ai complètement découvert tant la cause de ta maladie que le moyen de te guérir. En fait, c'est parce que l'oubli de qui tu es t'égare que tu te plains d'être exilé et d'avoir été spolié de tes propres biens. C'est parce que tu ignores quelle est la finalité de l'univers que tu imagines puissants et heureux les vauriens et les criminels. C'est parce que tu as oublié avec quel gouvernail le monde est dirigé que tu penses que la fortune suit un cours arbitraire et qu'elle est livrée à elle-même, autant de causes décisives qui n'entraînent pas seulement la maladie, mais aussi la mort. Vous écrivez dans votre autobiographie L'Orient de ma vie, Monsieur André Miquel, que Boès est pour vous un auteur indispensable. Oui, par référence, je vous vois venir à un épisode de ma vie où j'ai connu ce qu'a connu Boès, mais tout de même sur un mode plus mineur. Je veux dire, j'ai connu la prison, mais je n'ai pas connu la longue détention assortie de tortures répétées qui a été celui de Boès. Bizarrement d'ailleurs, Boès, je l'ai connu longtemps avant cet épisode de la prison en Égypte et après. Longtemps avant, je veux dire que j'avais en Cagne à Montpellier, quand je préparais l'école normale supérieure, un vieux maître qui avait renoncé un jour à sa propre production scientifique pour se consacrer à ses élèves. De cette production scientifique, il ne restait dans une vieille collection, je ne sais plus laquelle, une traduction en effet de Boès, de la consolation de la philosophie. Et naturellement, comme c'était notre maître, nous avions lu sa traduction de Boès, encore que Boès c'était du bas latin, autrement dit, ça n'était pas le latin qu'on pratiquait pour le thème, le latin de Cicéron, Tite-Live ou autre. Je ne peux pas dire qu'à ce moment-là, Boès m'ait tellement marqué. Je l'ai lu comme beaucoup d'autres textes philosophiques et comme un texte plutôt de sagesse que de philosophie au sens propre du terme. Je l'ai retrouvé ensuite, alors, après la prison du Caire. Donc j'ai eu avec Boès des rapports à la fois de très grande amitié et un peu hachés par le temps. Il reste de tout cela, en effet, l'image d'un homme exceptionnel. Cet homme donc a passé je ne sais plus combien d'années en prison, qui a été un des grands magistrats de l'Empire romain finissant, convaincu de christianisme, de double jeu entre les forces qui se disputaient à ce moment-là l'Empire romain, mais pour nous essentiellement d'un homme qui a écrit en prison, et autant que je sache en se cachant pour écrire, avec des complicités pour faire passer son manuscrit à l'extérieur, qui a écrit, dis-je, une des œuvres, je crois, fondamentales de la sagesse humaine. En gros, en effet, c'est ce dialogue avec la sagesse,
et d'autres vertus à côté de la sagesse ou à travers la sagesse, ce dialogue que Boès poursuit en prison. Et ce qui est d'extraordinaire, c'est que rien ne se réfère là-dedans à l'aventure personnelle de Boès, à son drame, y compris physique, dans sa chair, que tout s'installe à un niveau, on pourrait dire presque idéal, de contemplation, et c'est un livre sans haine, où les bourreaux de Boès n'apparaissent jamais, ou sinon que de très loin, comme toile de fond et encore très très lointaine. Alors c'est en cela, je crois, que Boès est exceptionnel, c'est dans ce décalage formidable entre une situation présente et douloureuse, ô combien, qui n'apparaît jamais, et une réflexion philosophique au sens le plus large du terme, qui s'installe là-dessus comme si elle planait déjà dans l'éternité. Oh, quelle déchéance, quel engourdissement de l'âme. Abandonnée par sa propre lumière, elle essaie de percer les ténèbres alentours, tandis que les miasmes terrestres nourrissent et exacerbent à l'excès son angoisse maladive. Cet homme autrefois était libre. À ciel ouvert, il parcourait les chemins de l'éther. Il distinguait les rayons du soleil rose et les constellations de la lune glacée. Pas une étoile aux détours fantaisistes et aux orbites changeantes et variées qu'il n'ait su mettre en formules mathématiques. Mais le voici prostré, l'intelligence en sommeil, la nuque ployant sous le poids des chaînes, le dos voûté, incapable de relever les yeux, il ne distingue, hélas, que la terre inerte. Boès, c'est-à-dire Anicius Manlius Severinus Boetius, était le fils d'une des plus nobles familles sénatoriales de Rome. Marc Fumaroli. À un moment où Rome a perdu son rôle de capitale politique et à plus forte raison de capitale militaire de l'Empire. Au moment où Boès naît, où il est adolescent, c'est-à-dire à la fin du Ve siècle, l'Italie est entre les mains d'un royaume barbare, d'un royaume goth. Le roi goth Théodoric a fixé sa capitale à Ravenne et l'empire grec d'Orient, qui a pour capitale Byzance, entretient des rapports extrêmement tendus avec ce royaume barbare. Néanmoins, Rome, même affaiblie, même privée en quelque sorte de véritable autorité matérielle, garde une grande autorité morale, d'abord du fait de ces grandes familles sénatoriales auxquelles Boès appartient et qui continuent leur tradition de haute culture, qui continuent aussi à posséder de grandes propriétés terriennes et qui sont indispensables même aux rois barbares pour constituer en quelque sorte l'armature d'un État capable de gouverner l'Italie et de mener à bien en quelque sorte une politique. Comme il était lui-même chrétien mais arien, tolérant le christianisme orthodoxe, conforme à l'orthodoxie du pape qui s'exerçait à partir de Rome, et donc les premières années du règne de Théodoric ont été plutôt considérées par les historiens de l'époque et par l'historiographie ultérieure comme un moment relativement heureux dans une période dramatique de l'histoire italienne et même de l'histoire de l'Occident. La beauté sur terre rarement demeure. Souvent, elle varie. Croit en des fortunes éphémères, croit en des bonheurs fugaces.
un décret éternel l'a clairement établi. Rien de ce qui voit le jour n'est définitif. Boès, il faut y insister, était tout de même chrétien. Il était chrétien, même au sens tout à fait catholique et orthodoxe du terme, mais il avait eu les meilleurs maîtres dont on pouvait disposer à Rome à l'époque, et il est probable qu'il a été aussi formé, ou il a complété sa formation en Grèce, peut-être à Athènes, peut-être aussi à Alexandrie. Alors les professeurs qu'il a eus, et qui étaient des Grecs, étaient des néoplatoniciens, des maîtres parmi les plus brillants dont on pouvait encore disposer à l'époque. Que faisait un étudiant de l'Antiquité tardive abordant l'étude de la philosophie? Philippe Hoffmann. Eh bien, il commençait par suivre un cours d'introduction générale à la philosophie dans lequel étaient données les différentes définitions de celle-ci, par exemple. Puis, il lisait, sous la conduite du maître, l'Isagoguet de Porphyre, qui l'introduisait aux concepts fondamentaux de la philosophie. Puis, il lisait, selon un ordre réglé, les œuvres d'Aristote, que certains d'entre eux appelaient les petits mystères de la philosophie, selon une image éleusinienne, et la lecture des œuvres d'Aristote était suivie par la lecture des œuvres de Platon, qui consistait en un parcours initiatique allant du premier Alcibiade jusqu'au Parménide. Alors il faut bien voir que l'enseignement néoplatonicien qu'a reçu Boès était un enseignement philosophique. Il se situait donc dans la tradition de la philosophie païenne, mais à cette époque, c'est-à-dire à la fin du 5e siècle, cette philosophie païenne a tellement été réutilisée, si j'ose dire, par les théologiens, par les prédicateurs du christianisme, qu'il y a, au fond, des ponts nombreux entre la théologie chrétienne et ce néoplatonisme. Il est frappant que dans les travaux de Boès, il apparaisse comme néoplatonicien, souvent aussi comme aristotélicien, l'autre grande école philosophique païenne, jamais comme chrétien. Le christianisme était accusé par les païens d'être au fond une religion un peu inculte. Mais aussi, on peut considérer qu'à l'époque, les ressemblances, si j'ose dire, entre la philosophie néoplatonicienne, qui est d'une très haute spiritualité et qui est une véritable discipline de la libération du poids des choses terrestres pour conduire l'âme en présence de l'essence divine, la parenté donc de cette philosophie avec ce que le christianisme en avait retenu pouvait, en somme, pour des lecteurs contemporains, ne pas être choquante du tout. Ô toi qui gouvernes l'univers selon un ordre perpétuel, Père de la terre et du ciel, ô par toi qui de toute éternité qui gouvernes l'univers le temps selon un s'égrène, ordre perpétuel, toi qui immuable Père de la terre et du fais ciel, s'émouvoir toute chose, par qui de toute éternité le nulle temps cause s'égrène, extérieure ne te contraignit toi à qui façonner immuable l'ouvrage fais se mouvoir à la toute matière chose. informe. Nulle la cause nature extérieure ne généreuse. te contraignit à façonner ton ouvrage à la matière Du bien informe, suprême qui t'habite, mais la nature généreuse. tu t'inspires en toute chose du Le modèle bien céleste. suprême qui t'habite,
portant mentalement en toi un monde beau, du modèle céleste, toi qui n'es que beauté, portant mentalement en lui toi donnant un forme monde à ton image, toi qui n'es que et beauté, détachant de sa perfection donnant forme à ton de image, parfaite partie. et détachant de sa perfection de parfaite partie. Tu relis par les nombres les Tu éléments, relis par les nombres afin que le les froid éléments, rigoureux afin que le coexiste froid avec les rigoureux flammes coexiste limpides, avec les flammes afin limpides, qu'un feu trop pur ne afin s'évapore, qu'un feu trop pur ne s'évapore, que des pesanteurs que des n'engloutissent la pesanteurs terre. n'engloutissent la terre. C'est un texte écrit par un sage de l'Antiquité. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de référence là-dedans au christianisme, mais en cela, justement, il est important aussi, historiquement, les spécialistes le diront mieux que moi, parce qu'il prouve comment une réflexion chrétienne a pu se brancher, mais très 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 lentement, je parle des élites bien sûr, des élites intellectuelles, a pu se brancher sur une pensée qui est éternelle dans l'Antiquité, bon, depuis Socrate jusqu'à Boès, en passant par Cicéron et tous les sages que nous pouvons connaître. Mais c'est vrai que ça n'est pas une des moindres surprises de ce livre que de découvrir en lui l'un des chaînons essentiels de la grande pensée gréco-romaine, et absolument sans aucune référence au motif même pour lequel Boès était incarcéré, à savoir sa foi d'une part, mais je crois surtout, c'est les problèmes, je dirais, ce que nous appellerions aujourd'hui les problèmes de la politique. C'est vrai que, vous disiez, c'est un texte païen, oui, sauf qu'historiquement, c'est un texte, je dirais, de la sagesse païenne, mais qui, encore une fois, se trouve à une articulation majeure, et qui n'est pas tant s'en faut contradictoire avec la pensée chrétienne, mais qui la prend encore sur un mode, je dirais, abstrait, sans référence, par exemple, à la personne du Christ, à la vie du Christ, à l'incarnation, etc. On trouve des références au stoïcisme, Sénèque entre autres, mais au stoïcisme. Colette Lazame. Christianisme, non. C'est l'énigme, hein. C'est l'énigme, puisque Boès était chrétien, a participé aux querelles théologiques de son temps, et voilà, dans ces dernières années, au moment où il souffre, au moment où il a tant perdu, il écrit cet ouvrage dans lequel il rassemble tout ce qui, dans la culture antique, peut aider un homme à surmonter une épreuve aussi dure. Enfin. Pourquoi les tyrans cruels impressionnent-ils tant les malheureux? Ils se déchaînent vainement, n'espèrent rien, n'aie peur de rien, et tu désarmeras ton adversaire. Quand on est agité par la crainte ou l'espoir, faute d'être calme et de se contrôler, on lâche son bouclier, on abandonne son poste, et on resserre le lien qui sert à nous traîner. Je ne sais pas si j'ai tellement pensé à Boès en prison. En fait, vous savez, les prisonniers sont les mêmes par le monde. C'est en soi-même d'abord qu'on tire c'est de soi-même qu'on tire sa propre philosophie et son propre art de vivre. Et de façon très très simple. Vous entrez dans une cellule, gravez sur un mur une série de bâtonnets qui veulent dire des jours. Vous vous dites, c'est pas possible qu'un homme avant moi ait passé 60 jours en prison, puis finalement vous y passez des mois. Donc, sa morale personnelle, on se la fait très vite. On se dit que si on ne vit pas normalement dans le monde qui est le vôtre à partir de ce moment-là, on risque en effet la folie, et donc il faut s'installer dans ce monde fou précisément. Et qu'il faut organiser sa vie propre, calculer le nombre de mètres de la cellule pour savoir combien de tours dans un sens, combien de tours dans un autre, plus des diagonales, de façon à faire quand même 2 ou 3 kilomètres par jour. Et puis penser et continuer à rêver pour l'avenir, mais en même temps se disant que c'est marqué décidément, que cet avenir est marqué du signe de l'impossible. Quand on est agité par la crainte ou l'espoir, faute d'être calme et de se contrôler, on lâche son bouclier, on abandonne son poste et on resserre le lien qui sert à nous traîner.
le genre littéraire de la consolation de la philosophie, j'emploie justement le terme de genre littéraire, renvoie à une pratique, n'est-ce pas? Une pratique qui remonte à la plus haute antiquité et dont l'histoire se poursuit tout au long du Moyen-Âge jusqu'à l'aube des temps modernes, qui est la pratique des exercices spirituels et d'une certaine utilisation de la rhétorique, de formes littéraires forgées, n'est-ce pas, dans le cadre de la rhétorique, à des fins nous pourrions dire, de psychologie ou de médecine de l'âme. La séance de torture est évidemment une épreuve extrême, mais qu'il y a dans la séquence torture, exercice intérieur, une réalisation je veux dire, cela était perçu, vécu, comme l'occasion de ce qu'en grec on appellerait un agone, c'est-à-dire une lutte, n'est-ce pas? Et nous sommes ici dans une situation qui est celle de la lutte de l'âme forte contre les coups du sort. Alors il nous reste plusieurs consolations, dont les consolations les plus connues de l'Antiquité, enfin la littérature antique, sont celles de Sénèque. Ces consolations, le genre de la consolation, était-il un genre, une sorte de forme de condoléance, si vous voulez, de l'Antiquité? Était-ce plutôt une façon de soigner, en quelque sorte, de chercher à guérir la personne qui souffre, et qui souffre essentiellement à l'occasion d'un deuil, ou d'un deuil, c'est-à-dire la perte réelle d'un être aimé, ou d'un éloignement assimilable à un deuil, comme l'exil. Voilà, et ce genre de la consolation a perduré. Il existait toujours à l'époque de Boès, il s'est poursuivi dans la tradition occidentale, parce qu'on en a des traces encore, notamment au XVIe siècle, au XVIIe siècle, enfin bon, dans notre culture. Et à l'époque de Boès, disons que, notamment depuis Saint-Augustin, ce genre, donc vieux de plusieurs siècles, se confondait un petit peu avec le genre chrétien de la confession. Je pense évidemment aux confessions Saint-Augustin. Voilà, alors c'est justement pour ça, c'est bien parce que ce texte s'inscrit dans cette tradition que je ne suis pas tout à fait sûre qu'il faille en faire une lecture complètement autobiographique. Alors bien sûr il est certain, on sait ce qui s'est passé pour Boès à la fin de la rédaction de ce livre. Bon, il est mort, on sait dans quelles conditions. Il est mort victime d'un tyran, bien sûr. Que ça apporte une charge émotionnelle à la lecture du livre, pourquoi pas, je veux dire, que ce soit une source d'intérêt supplémentaire, pourquoi pas. Mais moi, je ne suis pas sûre qu'une lecture autobiographique ne soit pas finalement assez réductrice, un petit peu réductrice. Oui, d'ailleurs, il y a très peu de points de repère personnels dans cette œuvre, pratiquement aucun. Très peu, il y a certains repères, il parle un petit peu il parle de ses délateurs. Le disciple parle de ses délateurs, et là, effectivement, ce sont les délateurs de Boès. Il parle des fonctions honorifiques auxquelles venaient d'accéder ses deux fils. Il parle de d'une charge qu'il avait remplie auprès de l'empereur. Bon, voilà, essentiellement. Mais quelle est, je n'ose pas dire l'originalité, mais du moins dans la mesure où ce texte s'inscrit dans une tradition, quelle est la spécificité du texte de Boès par rapport à d'autres textes comparables ? La spécificité, c'est un, comment dire, d'abord si on compare cette consolation aux consolations de Sénèque, disons, qui sont souvent la référence finalement en Antiquité, c'est quand même très différent par le sujet même, parce que les consolations de Sénèque ont un point de départ, je dirais, anecdotique, disons, très précis. Je veux dire que Sénèque aborde, à partir de ces points de départ anecdotiques, aborde des problèmes philosophiques, mais enfin, de façon assez rapide et assez superficielle. Alors que là, la consolation de la philosophie, c'est vraiment un ouvrage qui forme un tout. Enfin, c'est un ouvrage par lequel Boès décrit le voyage d'une âme au départ, qui a sombré au départ dans l'ignorance à cause du malheur, qui a sombré dans l'erreur, disons, à cause du malheur, et qui progressivement se retrouve elle-même, voilà, et retrouve son origine, qui est divine, sa nature originelle, qui est divine.
Cela grâce à la philosophie et grâce à la philosophie, grâce aux moyens mis en œuvre par la philosophie, qui sont de deux ordres, la logique, le logos, ça c'est toute la prose, et puis la poésie, la musique, comme le dit la philosophie, que la philosophie ne dédaigne pas du tout, loin de là, lorsqu'elles sont à son service, lorsqu'elles sont au service du logos. La toilette dans le brou, les quelques kilomètres, dans la cellule, la petite promenade enchaînée au gardien tout seul et dans une cour préalablement vidée pour simplement 10 minutes par jour. Oh, les escaliers qu'on monte le plus lentement possible parce qu'après on va retrouver la cellule, que tout cela, tous ces gestes quotidiens, toute cette hygiène quotidienne ont été en effet repris dans dirais-je, dans une armature plus solide qui était celle de la foi et qui aidait en effet à se ménager un avenir. Toute chose cherche à retrouver ses origines. Et d'y revenir toujours, elle se réjouit. Elle n'admet de parcours durable que celui qui relie à la fin l'origine, à l'intérieur d'un cycle inébranlable. Boyce joue dans l'histoire des traductions du grec en latin un rôle tout à fait essentiel dans la mesure où il a servi d'intermédiaire privilégié entre l'univers philosophique grec et le monde médiéval. Les philosophes du Moyen-Âge ont en effet beaucoup utilisé les traductions de Boèce. Je crois qu'il faut le mettre en perspective par rapport à une longue histoire des traductions du grec en latin qui est illustrée par des noms comme ceux de Cicéron, Sénèque, Augustin. Alors, Boèce s'inscrit tout à fait dans cette tradition. Et une œuvre comme l'Isagoguet de Porphyre a été traduite, commentée par Boèce, et cette œuvre a donc été copiée, étudiée et joué un rôle immense dans la formation intellectuelle des étudiants et des professeurs du Moyen-Âge. Et j'en viens à un autre aspect de Boèce philosophe. Je crois qu'il faut distinguer deux choses. D'une part, le problème, je dirais, linguistique ou terminologique, c'est-à-dire le rôle que Boèce a pu jouer dans les traductions, c'est-à-dire dans la fabrication d'une terminologie philosophique en langue latine. Et, c'est le deuxième point, quel rôle Boèce a-t-il joué dans la transmission, je dirais, de structures de pensée, de modes d'étude, de modes de réflexion? Toute traduction suppose une interprétation ou impose à ceux qui l'utiliseront ensuite une certaine interprétation. D'autre part, Boèce, commentateur d'Aristote, Boèce, commentateur de l'Organon d'Aristote. Si vous voulez, nous sommes ici dans une philosophie qui est fondamentalement une philosophie exégétique. Et en ce sens, l'on ne trouve pas chez Boèce une véritable originalité d'ensemble qui le différencierait, par exemple, des autres commentateurs d'Aristote de l'Antiquité grecque. Alors, nous avons, si vous voulez, un corpus énorme, les commentaires de Porphyre, Boèce, Ammonius, Philopon, Simplicius, Olympiodore et David Elias, que nous pouvons commenter mot à mot, point par point. Et ce qui est frappant, c'est l'extrême parenté méthodologique de ces commentaires. Et qu'il s'agit de comparer Boèce aux commentateurs grecs ou chacun des commentateurs grecs aux autres, on se trouve comme devant une sorte de kaléidoscope, c'est-à-dire, enfin, plutôt un kaléidoscope dans lequel il y aurait certaines formes fixes et un certain jeu dans les différents éléments exégétiques qui peuvent se trouver tantôt à une place, tantôt à une autre. Au Moyen-Âge, comme dans l'Antiquité, et notamment dans l'Antiquité tardive, l'accès aux grandes œuvres, aux œuvres de Platon, et en l'occurrence d'Aristote surtout, se fait toujours
par la médiation du commentaire. Nous avons des témoignages très précis dans l'Antiquité tardive, sur la manière dont se déroulait un cours de philosophie. Par exemple, dans la biographie de Plotin qu'a rédigé Porphyre, nous voyons que le professeur de philosophie faisait lire le texte de l'auteur, l'auctoritas, Platon, puis des extraits de commentaires antérieurs, et ajoutait ensuite des commentaires de son propre cru. C'est-à-dire que, et sur ce point, le Moyen-Âge principalement suit cette tradition, on ne lit pas Platon ou Aristote ou n'importe quel autre auteur, Épictète, en s'imaginant trouver de son propre chef les interprétations. C'est-à-dire que l'on passe toujours par le filtre, par la médiation de commentaires qui eux-mêmes font autorité et qui sont simplement considérés comme une simple explicitation d'un sens qui est déjà là, de manière cachée, de manière implicite. Pour des intellectuels de la fin de l'Antiquité, il y avait quelques philosophes, n'est-ce pas, qui étaient véritablement les autorités suprêmes en la matière et la base de l'étude de la vérité, Platon et Aristote. Et ce n'est pas faire injure à l'intérêt, à la grandeur et au courage de Boès que de dire que son succès n'est qu'un succès d'emprunt. C'est-à-dire que, à la limite, on ne demande pas à l'exégète d'avoir une pensée originale. Nous ne sommes pas dans une civilisation où l'originalité est valorisée d'une quelconque manière. On demande à l'exégète d'être un interprète, à la limite au sens où on emploie ce mot en musique, c'est-à-dire que l'interprète doit se faire quasiment serviteur de la pensée qu'il commente, l'interprète doit se faire transparent, l'interprète doit n'être que le porte-parole d'une pensée dont toute sa fonction est de déployer la richesse dans le discours exégétique. Et qu'en réalité, l'histoire réelle de la philosophie a procédé à coup de contresens, de mauvaises interprétations, mais que, d'une certaine manière, le contresens, l'erreur philologique, commise souvent sur les textes commentés, s'est révélée philosophiquement féconde. C'est-à-dire que la distorsion, les coups de pouce, les alliances indues de concepts appartenant à des univers philosophiques distincts, tout cela a créé une sorte de processus de création philosophique, mais qui n'était absolument pas senti comme une originalité. Si on cherche profondément le vrai, et qu'on désire ne pas se fourvoyer, on doit réfléchir sur soi, sa lumière intérieure, concentrer les amples mouvements de sa pensée et apprendre à son âme que ce qu'elle entreprend au dehors, elle le possède déjà, déposé secrètement en elle. Ce que naguère recouvrait le noir nuage de l'erreur brillera plus distinctement que Phébus en personne. Car l'âme ne s'est pas vue ravir toute sa lumière par la masse d'oubli dont l'a recouverte le corps. Sans nul doute, une semence de vrai reste fixée à l'intérieur que vient ranimer un enseignement rafraîchissant. Comment répondriez-vous spontanément juste aux questions si rien ne l'entretenait au plus profond de votre cœur? Si la muse de Platon fait entendre le vrai, quand on apprend, on se souvient sans s'en rendre compte. Quelques interrogatoires prolongés, les yeux dans le noir sous un bandeau pendant des heures, des intimidations, des menaces sur les êtres qui vous sont chers, et ça va assez vite. Il faut être un héros certainement pour résister à ce que l'on appelle la torture au sens absolu du terme. Et si tu as envie de jeter un regard sur la nuit terrestre que tu auras quittée, les tyrans menaçants, hantises des malheureux peuples, t'apparaîtront des exilés. On a l'impression que l'aristocratie romaine, à cette époque, faute d'avoir le pouvoir politique ou le pouvoir militaire, mettait son honneur, en quelque sorte, à maintenir, avec presque un sens de haute érudition, à la fois la langue latine et la science grecque, comme des titres, en quelque sorte, de noblesse.
Et c'est ce qui explique d'ailleurs aussi que les jeunes gens formés de cette façon pouvaient devenir d'excellents diplomates, d'excellents administrateurs ou d'excellents collaborateurs pour un prince. Mais il est évident que dans le cas de Boès, il a été particulièrement brillant et ses œuvres, puisqu'il est devenu lui-même non seulement un homme cultivé, mais un auteur, sont restées pendant tout le Moyen-Âge une des bases de l'enseignement supérieur dans les universités lorsqu'elles sont apparues, c'est-à-dire vers la fin du XIe siècle et au XIIe siècle. Et comment peut-on expliquer que ce philosophe, ce théologien qu'était Boès, ait eu une part aussi active dans la vie civique de son époque? Cela faisait aussi partie des traditions de l'aristocrate romain. Bien, il est évident que cette atrophie, en quelque sorte, de l'aristocratie sénatoriale était ressentie par elle comme une grande perte. Ne plus avoir le pouvoir militaire, ne plus avoir le pouvoir politique, pour une très ancienne aristocratie sénatoriale, c'est très douloureux. Bien sûr, l'avantage, c'est que beaucoup de ces princes pouvaient devenir des princes de l'esprit. Ces aristocrates, donc, tout érudits, lettrés, philosophes qu'ils aient été, à donner, en somme, faute de mieux, à un grand loisir savant, n'attendaient qu'une occasion pour exercer des fonctions publiques. Et lorsqu'on les leur proposait, leur orgueil gentilisse, la fierté de leur famille, les obligeait à les accepter. Et il semble que Boès, à un certain moment, flatté d'ailleurs par le roi Théodoric, qui avait donné toutes sortes d'avantages à ses enfants, et accepté de quitter sa luxueuse bibliothèque, ses travaux, pour gagner Ravenne et devenir un des principaux ministres du roi sous le titre de maître des offices. Mais il est évident qu'à partir de ce moment-là, il entrait dans les intrigues d'une petite cour monarchique et il s'exposait à tout instant à être victime d'un de ces innombrables retournements de situation que ces intrigues de palais entraînaient, et cela non seulement sous Théodoric, mais dans tous les régimes monarchiques possibles, connus, mais surtout peut-être dans la tradition italienne et byzantine. Il y a un parallèle qui paraît assez évident entre la vie de Sénèque et la vie de Boès. Leur participation à des pouvoirs qui n'étaient pas dans la ligne de leur, a priori, de leur morale. Alors, était-ce une obligation morale de participer à la vie publique et, par exemple, pour Boès, de sauvegarder sa tradition, la tradition romaine, face au pouvoir colonisateur, en fait. Moi, j'ai vraiment l'impression que Boès est dans cette lignée politique, philosophique et politique de Sénèque et du stoïcisme sur ce plan. Pour les stoïciens, le philosophe doit participer aux affaires publiques, il doit participer au pouvoir, il doit prendre les plus hautes responsabilités s'il en a l'occasion, même si le pouvoir est tyrannique. Même si le pouvoir, effectivement, n'obéit absolument pas à la morale stoïcienne, le stoïcien espère toujours pouvoir tempérer cette tyrannie. Bon, la tempérer, sans se faire beaucoup d'autres illusions. Et ça a été le rôle joué par Sénèque auprès de Néron. Et j'ai un peu l'impression, effectivement, que Boès s'inscrit dans cette lignée. Cette participation, plus qu'une participation d'ailleurs, enfin, une participation importante au pouvoir de Théodoric, ce tyran, c'était sans doute une façon pour lui de sauvegarder ce qu'on pouvait encore sauvegarder de la culture romaine, de la culture antique,
Et puis c'était peut-être aussi l'espoir d'infléchir la politique de l'empereur, tout tyrannique qu'il fut. Oui. Ce sont des aventures qui se terminent toujours mal. Pour Sénèque, ça s'est terminé très mal, et pour Boès, ça s'est terminé très mal. Tous les deux, effectivement, ont été exécutés sur ordre de l'empereur, qu'ils avaient servi, point d'interrogation, dans quelle mesure, véritablement, Sénèque servait-il les intérêts de Néron, et surtout, dans quelle mesure Boès a-t-il servi les intérêts de Théodoric. N'était-ce pas d'autres intérêts qu'il servait? C'est ça qu'il a perdu. Cette prédilection pour Boès, plutôt que par exemple pour d'autres stoïciens tels que Sénèque, pourquoi dites-vous que Boès vous est indispensable? Et en quoi? Parce que là, je dirais que ça fait partie de la fraternité des prisons. S'il m'est si proche, c'est parce qu'en effet, j'ai connu au Caire, dans l'hiver 61-62, cet épisode-là, accusé d'espionnage avec d'autres diplomates français. André Miquel. Que j'ai connu, non pas la torture dans ce qu'elle a de plus abject, mais enfin la pression physique pendant une bonne dizaine de jours, aux mains de services spéciaux, puis l'emprisonnement cellulaire absolu et complètement solitaire. Et que tout cela fait en effet une expérience qui me rapproche, si j'ose dire, de ce grand homme. Au fond, Boès a été, au bout d'un certain temps, l'objet d'une cabale et probablement accusé d'avoir des liens presque de trahison avec l'empereur de Byzance, et il a été jeté en prison, torturé, et c'est en prison que pour tenir face à la torture et face aussi à la proximité inévitable de la mort violente, il a écrit un des textes les plus fameux de la littérature occidentale, La Consolation de la philosophie. Là, il n'est plus le grand érudit, traducteur des principaux textes de la métaphysique d'Aristote, ou traducteur du traité de l'interprétation d'Aristote, mais il est obligé, en quelque sorte, de mettre son savoir philosophique au service de sa propre santé morale face au suprême péril qu'était la torture et la mort prochaine. Ce qui fait que de ce livre, qui donne à ce livre une extraordinaire saveur, c'est que tout savant qu'il soit, tout rempli d'une immense érudition philosophique et littéraire, il n'en est pas moins traversé par cette terrible tension de la proximité de la mort. Et en ce sens, il se situe dans la tradition des grands textes émanant de l'aristocratie sénatoriale romaine, justement. Je pense aux Lettres à Lucilius de Sénèque, je pense aussi aux annales et aux histoires de Tacite, qui nous donnent des indications très précises sur l'usage que ces grands personnages de l'État pouvaient faire de leur haute culture dans les situations de péril que les cours leur proposaient ou leur imposaient. Et là, la philosophie n'est plus simplement un savoir, elle devient une discipline, je dirais, de résistance. La survivance et la survie morale d'un prisonnier, du moins pour ce qui me concerne, passe en réalité par ce qu'on pourrait appeler une hygiène, tout simplement, une hygiène mentale quotidienne. La prison induit très vite un immense détachement vis-à-vis des choses de ce monde. D'abord, et encore une fois je parle pour moi, une très grande paix d'essence. Vraiment, on est vraiment
au-delà de tout, et notamment des problèmes de la chair, encore une fois, je parle pour moi, et plus généralement un détachement considérable vis-à-vis, non pas de sa propre vie, puisqu'on s'y accroche jour après jour, mais vis-à-vis de la mort, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et si vous pensez prolonger votre vie par l'éclat de votre nom de mortel, quand un jour tardif vous l'enlèvera lui aussi, vous mourrez alors une seconde fois. Michel Onfray. Je crois qu'il existe une relation entre la connaissance et la douleur. Il y a chez les stoïciens et chez les chrétiens, et pour faire bondir les historiens de la philosophie, je dirais que ça me semble un petit peu la même chose. Je crois que le christianisme est un stoïcisme pour le peuple, pourrait-on dire, en paraphrasant un petit peu Nietzsche qui parlait du platonisme. Je crois qu'il y a chez les stoïciens un goût pour la souffrance. Et l'épreuve est fabuleuse. On a ça aussi, voir Épictète quand il s'en vient dire, quand on raconte l'histoire du personnage qui lui tord la jambe, lui fait mal, et il dit attention, tu vas me casser la jambe. Et puis le personnage continue, et puis à un moment on entend un grand crack, la jambe est cassée, et l'autre de dire, tu vois, je te l'avais bien dit. Et on a l'impression que c'est le summum de la sagesse que d'aller au-devant de la souffrance, alors que je crois, moi, au contraire, aux stratégies d'évitement de la douleur. Ceci dit, quand on ne peut pas l'éviter, elle est là, il faut faire avec. Il ne faut pas la chercher, il ne faut pas la vouloir. Quand elle est là, je crois qu'il faut l'accepter, faire de nécessité vertu, où l'on retrouve le Nietzsche de l'amor fati, enfin de la nécessité de consentir à ce qu'on ne peut pas éviter. Et le Nietzsche qui dit cette phrase sublime que je me répète quasiment tous les matins en me réveillant, ce qui ne me tue pas me fortifie. Je crois effectivement qu'en ce qui concerne Boès, il n'y a pas forcément une souffrance et une douleur à l'origine, ce genre de hapax existentiel, mais quand la souffrance arrive, elle prend un sens par rapport à l'éthique et la sagesse ou à la philosophie. Ça, je crois que c'est la grandeur de l'Antiquité, d'avoir montré que la philosophie, c'était un art de vivre, qu'il s'agissait de bien vivre, et qu'il s'agissait de gérer des problèmes comme la souffrance, comme la douleur, comme la vie, comme la mort, l'amour, l'amitié, enfin toutes choses qui, moi, me semblent essentielles dans une perspective morale, éthique et philosophique. Il est vrai que l'expérience de Boès, l'expérience de la torture, l'expérience de la souffrance qu'on lui inflige, de la douleur qui lui tombe non pas du ciel, mais qu'on pourrait éviter cette fois-ci, puisque ce sont des hommes qui l'infligent et que dans d'autres circonstances, cette douleur pourrait ne pas être. Cette expérience-là, elle est particulière parce qu'elle permet de distinguer dans l'histoire des idées un courant qui, moi, me plaît beaucoup. Enfin, on le retrouve chez Montaigne, ce courant, on le retrouve chez Nietzsche ou chez Schopenhauer, un courant d'individus qui essaie de penser la philosophie comme une consolation. On connaît le titre de Boès, et je crois que si la philosophie n'est pas aujourd'hui une consolation, elle ne mérite aucun intérêt. Une consolation à la vie, il s'agit de vivre, enfin Diogène disait, quand on lui disait vivre est un mal, il dit non, pas vivre n'est pas un mal, mais mal vivre, oui, est un mal. Et je crois que la philosophie doit apprendre à bien vivre, à mieux vivre, elle doit permettre de supporter les douleurs de l'existence, l'entropie, la vieillesse, la solitude, toutes choses insupportables, y compris donc les douleurs physiques. Je me souviens du fait que je n'aime pas beaucoup les groupes. J'aime encore moins les militaires, je ne supporte pas l'armée, et je me suis trouvé au service militaire comme tout le monde, dans l'infanterie de marine, où l'on ne brille pas par l'intelligence, et j'avais emmené Marc Aurèle. J'avais ça dans mon treillis à l'époque, et je me disais que Marc Aurèle était vraiment un grand philosophe parce qu'il permettait de penser des douleurs comme les douleurs de l'humiliation, des douleurs comme même les douleurs corporelles, celles qui font qu'on est obligé de courir, de marcher, de sauter, de faire n'importe quoi, enfin de souffrir dans son corps. Et je me suis dit qu'il y avait évidemment une grande vérité chez Marc Aurèle, ou tout du moins dans cette philosophie, dans cette tradition philosophique, beaucoup plus que chez d'autres dont on taira les noms, parce qu'ils sont d'aucune utilité dans un moment comme celui-ci. Je crois que si on retrouve aujourd'hui ce sens-là, c'est-à-dire le fait que la philosophie puisse être un art de vivre, une esthétique du quotidien, je crois qu'on aura fait beaucoup pour redonner sens, vie, vitalité, vigueur et énergie à une discipline qui est un petit peu moribonde parce qu'elle souffre aujourd'hui d'un tas de gens qui en ont fait une activité technique pour les techniciens et pour l'université. Je crois que la philosophie est faite pour la vie. Et quand Boès se retrouve philosophe parce qu'il sort de son cachot et parce qu'on le remet dans sa prison après qu'il ait fait un tour dans une salle de torture, je trouve fabuleux qu'on puisse trouver dans la philosophie une consolation, qu'on puisse en faire quelque chose. Il se paraît insolemment de pourpre de tir et de perles neigeuses, mais tous le détestaient violemment. Néron et ses excès dévastateurs. Parfois, cet effronté offrait au vénérable sénateur des sièges curules sans prestige.
Qui donc estimerait une chance de se voir conférer des honneurs de la main d'un misérable? Puro clarum lumine foebum mellifluicanit oris omerus, quid amen intima viscera terrae non valet, aut pelagi radiorum in firma per rompere luce, aut sic magni conditor orbis, vic ex alto cunta tuenti nulla terrae mole resistunt, non nox atris omnibus. Boès était persuadé d'une chose, c'est que la philosophie, si elle utilisait uniquement le langage de la raison, si elle ne s'adjoignait pas tous les procédés de la rhétorique, que la philosophie ne pouvait persuader personne, pratiquement. Bon. Donc c'est à ça, en fait, c'est ce qui justifie profondément l'alternance de la poésie et de la prose dans ce livre de Boès. Et il en a parlé précédemment, enfin c'était une conviction chez lui. La seule argumentation ne suffit pas à convaincre. Et d'ailleurs, le personnage, cette fois de la philosophie, cette femme philosophie, le dit à plusieurs reprises. Certaines fois, elle dit aux disciples, ah oui, mais je vois que tu ne suis plus très bien. Je sens qu'il faut que je te dise ça, mais d'une façon plus musicale, d'une façon plus poétique, et je vais te le dire. Et puis, suit le poème qui reprend la même argumentation, mais sous une forme poétique. Cette alliance, moi, ça m'a toujours fait penser, ça me fait toujours penser au mode d'expression qu'utilise Michel Serres depuis très longtemps. Cette alliance qu'il fait entre entre deux formes de langage qui, généralement, ou en tout cas dans l'esprit de beaucoup de gens, s'excluent, doivent s'exclure. Soit on écrit de la poésie, soit on fait de la poésie, soit on fait une prose lyrique, soit on s'inscrit dans ce genre, soit on écrit un ouvrage de philosophie, on fait de la philosophie. Bon. Et ce mélange qu'a toujours travaillé Michel Serres et qui travaille de plus en plus, moi je trouve que ça procède d'une démarche, disons, très similaire à celle de Boès. Ô toi, qui gouvernes l'univers selon un ordre perpétuel, Père de la terre et du ciel, par qui de toute éternité le temps s'égrène, toi qui immuable fais se mouvoir toutes choses, nulle cause extérieure ne te contraignit à façonner ton ouvrage à la matière informe, mais la nature généreuse. Du bien suprême qui t'habite, tu t'inspires en toutes choses. Du modèle céleste, portant mentalement en toi un monde beau, toi qui n'es que beauté, lui donnant forme à ton image, et détachant de sa perfection de parfaites parties. Tu relis par les nombres les éléments, afin que le froid Qu'est-ce que cherchaient les bourreaux de Boès? Qu'est-ce que cherchent les gardiens du goulag où ces dissidents sont enfermés? C'est tout simplement à faire descendre ces hommes au-dessous de leur propre humanité, à les réduire à l'état d'animaux et à les défaire. Alors tout ce qui est un principe de construction intérieure, tout ce qui est un principe de résistance intérieure, dans ces circonstances, est évidemment d'un secours immense. Et je crois tout de même que ces exemples montrent que peut-être la consolation de Boès a sauvé Boès. Tu relis par les nombres les éléments, afin que le froid rigoureux coexiste avec les flammes limpides, afin qu'un feu trop pur ne s'évapore, ou que des pesanteurs n'engloutissent la terre. Afin que le froid rigoureux coexiste avec les flammes limpides, afin qu'un feu trop pur ne s'évapore, ou que des pesanteurs n'engloutissent la terre. Les regards de mon âme. Accorde, Père, à mon esprit.
Il se trouve que en prison, j'ai retrouvé d'un coup, en effet, la foi de ma lointaine enfance, et par un moment de grâce dont je ne me souviens plus, sinon que c'était en effet un moment de grâce. C'était au cours d'un de ces interrogatoires aux services spéciaux, il avait dû durer au moins, bon, j'étais privé de temps, je ne savais même pas si c'était le jour ou la nuit, puisque j'avais les yeux bandés, mais il avait dû durer au moins 6 heures, et debout. Et j'étais sous des projecteurs qui me chauffaient le visage, et qui m'éblouissaient même à travers le bandeau, et j'étais dans un état, vous pouvez l'imaginer, de liquéfaction quasi absolue. Lorsque on m'a amené dans une pièce, on m'a enlevé le bandeau, j'ai pour une des rares fois vu le visage d'un des gens qui était en face, qui m'a dit, bon, maintenant nous en avons assez, le moment est venu, tu vas mourir, tu vois, le chargeur est plein, je l'engage, j'enlève le cran de sûreté, tu me donnes ta main, on appuie tous les deux sur le premier cran, puis on retourne le revolver, on compte les côtes, et je vais compter jusqu'à 3. Bon, il a dit 1, j'ai dit 1 bravement, après tout. C'est très ridicule, mais à ce moment-là, on pense à sa femme, ses enfants, son pays aussi, et l'honneur de son pays. Il a dit 1, j'ai dit 1 bravement, il a dit 2, j'ai dit 2, un peu moins bravement, et il a dit 3, et je ne sais pas, si j'ai dit 3, je me suis retrouvé quelques instants, je pense après, sur une chaise avec un de ses gardiens qui me réconfortait, qui me massait les tempes, bon. Mais je sais qu'entre le 2 et le 3, j'ai su que je ne mourrais pas, que je mourrais peut-être physiquement, mais que il y avait, alors là, très précisément, quelqu'un, c'est là que le souvenir, heureusement, que j'avais cette vieille culture derrière moi, que le souvenir est revenu d'un coup, qu'il y avait non pas seulement un Dieu, bon, on connaissait d'imaginer, et de toute façon qu'on ne peut pas imaginer, mais un Dieu en une personne humaine qui était passé par là où j'étais passé, et qui lui était mort, dans ce genre dans des circonstances un peu pareilles, si j'ose comparer les deux situations, et qui me disait, je n'ai pas entendu de voix, je ne passe ridicule, mais au plus profond de moi, une conviction vraiment immense que même si on tirait, je ne mourrais pas, que je ne finirais pas là, dans ce cul de basse-fosse ou cette pièce, loin de mon pays, de ma femme, de mes enfants. Pour moi, la foi, depuis ce jour-là, est restée un acte fondamental de la volonté. Est-ce que vous ressentez la douleur dans ce texte ? Je ressens la révolte contre effectivement cette souffrance, enfin ce mal, ces malheurs qui s'abattent sur un homme qui comprend pas très bien pourquoi, spécialement sur lui. Bon, cette révolte qui est ce contre quoi essentiellement doit lutter la philosophie en fait. C'est un homme qui, fondamentalement, au départ, n'accepte pas le sort qui lui est fait. Bon. Et le rôle de la philosophie va être, entre autres, de montrer que si la fortune s'abat sur lui alors qu'elle l'a tellement favorisé, c'est en fait la providence. Et Boès va tirer en quelque sorte vers la providence la fortune latine. Est-ce que vous ressentez le détachement du monde ? Alors il y a effectivement cette progression que je trouve très belle, c'est vrai, hein, de cet homme qui n'arrive absolument pas à se détacher au départ de ce à quoi il a toujours tenu, en dépit de l'enseignement philosophique qu'il avait reçu, et cet homme qui semble progressivement se détacher, oui, des biens matériels et accéder à cette contemplation. Bon. Ça c'est effectivement, on parlait des consolations de Sénèque, il y a ça dans les consolations de Sénèque. Il y a toujours un passage dans lequel on voit que l'idéal, c'est le sage qui arrive enfin à la contemplation du divin. Et l'âme qui se retrouve enfin. Bon, et là, on le trouve, mais alors on le trouve à l'issue d'une progression lente, parfois tortueuse, parfois difficile. Et par moments, ça explose. Et à un certain moment, il y a un poème qui, à peu près vers le milieu du livre,
ça y est, montre que le saut a été fait en quelque sorte, que l'âme, l'être, enfin, qui s'est arraché à ce qui le retenait. Venez ici, vous tous pareillement captifs, détestablement enchaînés par la passion trompeuse qui habite les esprits des mortels. Ici, vous trouverez le repos après la peine, le réconfort paisible d'un port tranquille, le seul refuge ouvert aux malheureux. Non, tous les dons du Tage au sable d'or, de l'Hermus à la rive rutilante ou de l'Indus, qui, près du cercle torride, charrie pêle-mêle diamants et émeraudes, ne sauraient éclairer votre regard. Ils aveuglent votre cœur et l'enfouissent dans leurs ténèbres. Tout ce qui suscite plaisir et excitation a grandi dans l'obscurité des antres de la terre. L'éclat qui régit et donne vie au ciel évite l'obscure déchéance de l'âme. Quiconque pourra observer cette lumière déniera tout éclat aux rayons de Phébus. Vous pensez qu'il y avait une réalité de ce complot C'est très difficile à savoir. Il est très possible que Boès, Albinus et la petite Camarilla à laquelle il pouvait appartenir aient noué des liens avec Byzance dans l'intention de renverser Théodoric. C'est très possible. Il n'y avait peut-être pas que des soupçons injustifiés dans le cas de Théodoric. Il y avait naturellement une solidarité presque spontanée entre ces aristocrates romains et puis, au fond, leurs cousins de Byzance, puisque Byzance n'était jamais qu'une Rome déménagée en Orient. Et il y avait une situation d'occupation, comme nous dirions, et de résistance. Et vous savez que lorsqu'on résiste, parfois on résiste même dans les allées du pouvoir, jusqu'au moment où on est surpris et où on est évidemment mis hors d'état de nuire. Je crois que dans le cas de Boès, c'est un peu ce qui s'est passé, mais rétrospectivement, tout le crime est retombé sur Théodoric. Qui n'a pas survécu d'ailleurs longtemps à Boès. Non, il n'a pas survécu longtemps à Boès, et son héritier, fragile d'ailleurs, n'a pas non plus résisté longtemps à l'offensive justement de Byzance et à la reconquête de l'Italie gothique par les héritiers de Rome, par les Grecs de Byzance. L'Église n'a pas canonisé Boès. Non, l'Église n'a pas canonisé Boès, mais je dirais que la communauté chrétienne l'a implicitement canonisé. Au cours du Moyen-Âge, il était l'objet d'une sorte de culte dans l'église San Pietro in Cielo d'Oro, qui est une église de Pavie. Pavie est la ville où Théodoric l'avait fait emprisonner et où il a été torturé, où il est mort. Donc dans cette église, on peut voir superposés dans la crypte, l'un à l'étage de la crypte et l'autre à l'étage du chœur, les sarcophages de Boès et de Saint-Augustin, c'est-à-dire du père de l'église latine le plus autorisé. Ce voisinage et cette espèce de culte spontané montre bien que dans la tradition, sinon proprement juridique ou de droit canon, mais dans la tradition morale et populaire même du catholicisme, Boès a été considéré comme une figure de très grand prix. Et Dante, dans la Divine Comédie, lui consacre quelques vers d'une très grande beauté qui, je crois, traduisent très bien le sentiment de la communauté chrétienne vis-à-vis de ce martyr, en somme, de ce martyr qui en même temps avait laissé derrière lui une œuvre si nourrissante pour la vie, je dirais, au sens le plus immédiat, mais aussi pour l'intelligence
et les études. Alors je ne sais pas si je peux lire ce petit texte de Dante, tiré du Paradis, chant 10. Si de lumière en lumière tu portes, c'est-à-dire toi, Boès, tu portes maintenant, suivant mes louanges, le regard de ton esprit, tu dois déjà avoir soif de connaître la 8e. La vision de tout bien y ravit cette âme sainte, cette fois c'est celle de Boès, qui montre à qui s'est mis à l'entendre que le monde est trompeur. Le corps dont elle fut chassée gît sur la terre à cielo d'oro, et elle, du martyre et de l'exil, est venue en cette paix. Già dell'8ª con sete rimani. Per vedere ogni ben dentro vi gode l'anima santa, che il mondo fallace fu manifesto a chi di lei ben ode. Lo corpo, ond'ella fu cacciata, giace giuso in ciel d'auro, ed essa da martiro e da esilio venne a questa pace. Un soir, un des gardiens, qui était un assez méchant bonhomme, assez jeune, assez cultivé, puisqu'il me passait des romans arabes contemporains, avec lesquels je parlais en arabe, et en arabe classique moderne, les autres ne parlant que l'égyptien, mais qui de temps en temps me disait « mais on vous reprendra un jour pour vous ramener aux interrogatoires, aux services spéciaux, etc. » Bon, il s'amusait à me faire griller un peu. Et un soir, une nuit, enfin plutôt une pleine nuit, on a tapé à ma porte, et ce gardien est arrivé, je me suis dit, ça y est, bon, la terreur va recommencer. Pas du tout. Il m'a amené, en m'expliquant, il m'a amené dans une cellule où un condamné à mort attendait son exécution le lendemain. Et dans l'Égypte de cette époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, les condamnés à mort étaient prévenus de leur exécution le lendemain, et la nuit qui précédait leur exécution avaient le droit de communiquer avec tout en restant dans leur cellule, de communiquer avec qui le souhaitait, et bon, et puis naturellement, bon, d'être gâté, bon, devant des repas, de bons repas, des gâteaux, etc. Et alors, par l'intermédiaire de ce gardien, cet homme qui ne parlait que l'arabe égyptien, m'a expliqué son cas, m'a dit qu'il allait en effet mourir tout à l'heure, qu'il le méritait parce qu'il était un criminel, qu'il avait, si j'ai bonne mémoire, tué son ami ou une femme, qu'il avait enterré dans le désert près des pyramides, puis que 2 jours après il était allé déterrer le corps parce qu'il avait oublié de lui retirer ses bijoux, enfin de voler ses bijoux, mais qu'il avait un service à me demander. Et alors il m'a dit, je sais, je t'ai fait appeler parce que je sais que ta cellule est à l'étage, exactement en face de la cellule des exécutions au rez-de-chaussée, et donc je te demande tout à l'heure, bon, quand tu entendras que ça se prépare, d'être là sur une chaise derrière les barreaux de ta cellule et de me faire un petit signe quand j'entrerai dans la cellule. Effectivement, les prisons égyptiennes qui sont assez bruyantes sont, j'ai connu ça 2 ou 3 fois, si je bonne mémoire, sont extraordinairement silencieuses les matins de condamnation à mort. On n'entend vraiment pas un bruit. Effectivement, alors ce silence s'est installé, et puis au bout d'un moment, bon, j'ai entendu des allées-venues, des portes qui s'ouvraient, bon, je me suis installé derrière ma porte, j'ai vu arriver cet homme qui m'a fait un signe, je lui ai rendu son signe, et puis je me suis effondré derrière ma porte en récitant une prière où il est question de maintenant et à l'heure de notre mort, et c'était absolument, pour n'importe quel être vivant, je pense, une chose épouvantable de se dire qu'on est en train de prier pour quelqu'un qui est en train de mourir à ce moment précis et de la main des hommes, ce qui est affreux. Que l'on raconte de Boès, c'est-à-dire la tête encerclée par des
bandeaux de cuir qui lui font presque jaillir les yeux de leurs orbites. Je pense que ça devait être des tortures tout à fait habituelles dans les prisons impériales. Pensez-vous personnellement que dans le cas d'une épreuve majeure, la philosophie puisse être une ressource pour l'homme face à la tyrannie, à la mort? C'est un grand débat. Il y a un très beau livre de Monterland qui s'appelle Le 13e César, où il commente justement les lettres à Lucilius de Sénèque, et où il se moque un peu des affirmations de Sénèque selon lesquelles la philosophie peut aider dans des moments véritablement tragiques. Dans la consolation de la philosophie de Boès, qui lui est dans la tradition de Sénèque, il ne fait pas de doute que, au moins dans ce texte, Boès considère cette philosophie comme un grand secours et comme une véritable salut pour lui. Mais c'était vrai au moment où il écrivait la consolation de la philosophie. Qu'a-t-il pensé, qu'a-t-il senti lorsque les bourreaux sont entrés dans sa cellule, ou lorsque les exécutants de la sentence de mort sont venus le chercher pour la dernière fois. C'est la progression. La progression, c'est la progression de cet être qui, grâce à la philosophie, retrouve ce qu'il n'aurait jamais dû oublier, se remémore ce qu'il n'aurait jamais dû oublier, c'est-à-dire que le bien suprême, c'est ce vers quoi tout le monde doit tendre, lui le premier, et c'est en ce bien suprême, qu'on peut appeler Dieu, qu'il trouvera le véritable bonheur. Voilà. Et donc la progression du texte, c'est ça, c'est une âme qui, dans un malheur épouvantable, qui sort de l'enlisement et trouve le bonheur, et en même temps trouve la lumière. Enfin, c'est une espèce de... C'est vraiment une sortie de l'ombre, puis de la pénombre. Il y a souvent ces images d'ailleurs dans le texte, vers une lumière de plus en plus éclatante. Voilà, lumière divine. Moi, quand j'ai lu et relu et travaillé ce texte, je n'ai jamais eu l'impression, mais c'est peut-être la grande force de Boès, la grande force du livre, et j'ai peut-être été complètement dupe, et j'ai jamais eu l'impression que c'était le livre d'un homme qui attendait sa mort, enfin qui pensait vraiment pouvoir mourir, vraiment être exécuté d'un jour à l'autre. Bon. Peut-être que c'est parce que je suis très loin du détachement. Enfin, dont tu as fait peut-être preuve, Boès. Boès, une âme dénouée du monde, par Françoise Estèbe.